Dis-moi, t'aimerais faire quoi quand tu seras plus grande ? Moi, quand je serai grande, je serai... Et toi ? Quand je serai grande, un podcast RLP par Hélène Grillon. Bonjour les amis, c'est Hélène Grillon. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec une femme de science et une véritable lumière dans les ténèbres de la Shoah. Elle a joué un rôle déterminant dans la vie de nombreuses de ses contemporaines. Cet épisode sera sûrement très difficile à entendre, car on y évoquera le traitement des femmes dans les camps de concentration nazis. Cette gynécologue courageuse a défendu coûte que coûte la dignité et la vie des femmes détenues. Malgré les horreurs qui l'entouraient, elle a continué à pratiquer clandestinement des avortements pour sauver des milliers d'entre elles, risquant sa propre vie chaque jour. Son histoire poignante témoigne du pouvoir de la résilience humaine face à l'inhumanité et de la force de l'espoir, même dans les moments les plus sombres de l'histoire. Bref, sans plus attendre, partons ensemble à la rencontre d'une femme au courage extraordinaire et au dévouement sans faille. J'ai nommé Gisela Perl. En 1907, Sigheto-Marmației, une ville proche de la frontière ukrainienne, accueille l'une des plus grandes communautés juives du pays, environ 5000 personnes. Si vous sortez dans les rues de la petite cité, vous entendrez sûrement parler roumain ou encore hongrois. Cette région de l'Empire austro-hongrois, très multiculturelle et riche de diversité, on l'appelait autrefois la Transylvanie. C'est ici que dans le froid du mois de décembre, la petite Gisela voit le jour dans une famille juive, elle aussi. Depuis toute petite, Gisela, c'est une grande histoire d'altruisme, de résilience et de détermination. Ses parents valorisent beaucoup le savoir et l'encouragent à faire preuve d'une bonne éducation en société. Gisela est aussi une petite fille très curieuse et brillante, ça tombe bien. Et elle sait dès son plus jeune âge qu'elle deviendra une femme de science. Probablement médecin. Elle fait donc tout pour parvenir à ses fins. À 16 ans, elle est première de sa classe au lycée. Elle est aussi la seule femme et la seule juive parmi ses camarades. L'avenir semble très prometteur, pourtant, son père met un frein à ses envies. Il a peur qu'en partant étudier à l'université, Gisela se détourne de sa foi. Alors malgré cette inquiétude, elle réussit à le convaincre de la laisser réaliser son rêve d'enfant. C'est promis, elle le jure, où que la vie l'amène, quelles que soient les circonstances, elle restera toujours un bon et vrai juif. Après des années d'efforts et de persévérance, elle obtient enfin son diplôme de gynécologue et d'obstétricienne. À la même époque, elle épouse un chirurgien et ensemble, ils ont 2 enfants, un garçon et une fille, Gabriela. Le couple exerce à l'hôpital de Sigheto et Gisela mène une vie heureuse d'épouse, de mère et de médecin. Tout semble aller pour le mieux jusqu'en 1940. La Hongrie, alliée de l'Allemagne nazie, obtient grâce aux accords de Vienne le droit d'envahir la moitié nord de la Transylvanie, où Gisela et sa famille vivaient paisiblement. Entre le 16 et le 22 mai 1944, les 13 000 juifs restant au ghetto de Sigheto-Marmației sont envoyés dans des camps de concentration par les autorités hongroises. Juste avant que les nazis ne prennent d'assaut la ville, Gisela parvient à cacher Gabriela chez des voisins non juifs. Mais forcée de quitter leur maison, elle est déportée avec le reste de sa famille au ghetto, puis à Auschwitz-Birkenau.
Après un épuisant voyage d'une semaine, Gisela et sa famille arrivent au camp, où ils sont immédiatement séparés et assignés à des baraquements différents. Seule Gisela est autorisée à vivre, mais elle ne le sait pas encore. C'est en tant que gynécologue respectée qu'elle est réquisitionnée pour travailler à l'hôpital du camp, réservé aux femmes, et dirigé par le docteur Joseph Mengele. Elle découvre alors l'atrocité des conditions de vie des détenus. Les prisonniers sont battus, mal nourris, privés d'un accès à l'eau potable et aux toilettes, et sont obligés de travailler très dur pendant de longues heures. De graves problèmes de santé comme les maladies, la malnutrition ou encore les blessures sont fréquents. Les détenus sont confinés dans des espaces si petits que les maladies se propagent à une vitesse alarmante. Et face à toutes ces horreurs, Gisela est impuissante. Elle n'a pas de savon, pas de médicaments, pas d'antiseptiques ou même d'eau potable pour soigner ses patientes. Aucun outil pour agir. Elle tente alors tant bien que mal d'apporter un peu de compassion et de soutien moral aux détenus. Elle raconte plus tard dans une interview au New York Times « J'ai traité des patients avec ma voix, leur racontant de belles histoires, leur disant qu'un jour nous aurions à nouveau des anniversaires, qu'un jour nous chanterions à nouveau. » Mais qu'est-ce qu'un hôpital sans lit? Sans équipements médicaux? Peut-on encore appeler ça un hôpital? Le docteur Mengele a choisi Gisela pour une bonne raison. Il voit en elle une opportunité d'obtenir des informations sur les prisonnières enceintes. C'est sous sa direction que Gisela pratique des centaines d'interventions chirurgicales. Régulièrement, elle opère des femmes enceintes ou répare les blessures infligées à la poitrine des femmes par les coups de fouet des officiers SS. C'est donc ainsi qu'on traite les femmes ici. Mais pire, elle découvre rapidement les véritables intentions du docteur Mengele. Dans l'ombre, il mène ses propres expériences inhumaines et utilise les femmes enceintes pour des vivisections, une opération sans anesthésie qui vise à les éventrer. Gisela déchante. Les mains de ce sinistre personnage détiennent le pouvoir de condamner à mort. D'ailleurs, on le surnomme l'ange de la mort. Elle prend alors pleinement conscience de toute cette machine infernale. Pour les détenus d'Auschwitz, l'hôpital du camp n'est qu'une assistance minimale. En réalité, il est aussi dangereux que les chambres à gaz. Elle raconte en 1982, je cite, « Le plus grand crime à Auschwitz était d'être enceinte. Le docteur Mengele m'a dit qu'il était de mon devoir de lui signaler toutes les femmes enceintes. Il a dit qu'elles iraient dans un autre camp pour une meilleure alimentation, même pour le lait. Les femmes ont donc commencé à courir directement vers lui en lui disant « Je suis enceinte !» J'ai appris qu'elles avaient toutes été emmenées au bloc de recherche pour servir de cobayes et qu'elles seraient ensuite jetées dans le crématorium. J'ai décidé que plus jamais il n'y aurait de femmes enceintes à Auschwitz. Pour protéger ses compagnes de détention, Gisela ne voit qu'une seule solution. Malgré ses fortes convictions religieuses, elle tente de sauver ne serait-ce que temporairement les prisonnières enceintes en réalisant des chirurgies qu'elle n'aurait jamais imaginé pratiquer avant la guerre, des avortements.
Avec le peu d'équipement à sa disposition et des mains souvent sales, Gisela pratique environ 3000 avortements clandestins pendant son séjour à Auschwitz. Lorsque la grossesse est trop avancée, elle déclenche l'accouchement. Les bébés qui naissent prématurément décèdent presque instantanément. Elle confie plus tard, je cite, « Personne ne saura jamais ce que ça signifiait pour moi de détruire ces bébés. Mais si je ne l'avais pas fait, la mère et l'enfant auraient été cruellement assassinés. » En plus de tout son travail pour sauver la vie de ces femmes au péril de la sienne, Gisela apporte son aide aux autres détenus de toutes les manières possibles. En janvier 1945, les soldats russes ne sont plus très loin d'Auschwitz. Les nazis décident donc d'évacuer et d'envoyer tout le monde au camp de Bergen-Belsen. Les cadavres des prisonniers pourrissent. Gisela voit même des rats s'attaquer à des détenus encore vivants. Une fois transférée dans le nouveau camp, elle reconnaît même son frère et sa belle-sœur parmi un amas de cadavres. Comment en est-on arrivé là ? Trois mois plus tard, lorsque les officiers britanniques débarquent, Gisela est en train d'aider une prisonnière à accoucher. Malheureusement, toujours aucune nouvelle du reste de sa famille. À la Libération, elle décide alors de partir à leur recherche, en Allemagne, pour essayer de renouer le contact. Mais elle apprend rapidement que son mari a été battu à mort et son fils tué dans les chambres à gaz. Profondément traumatisée et désespérée par cette nouvelle, Gisela tente de mettre fin à ses jours. En vain. Alors elle passe une période de convalescence dans un couvent en France, puis ensuite part aux États-Unis en 1947. Elle tente d'obtenir la nationalité américaine, mais les services de l'immigration l'interrogent avec méfiance. Au lieu d'être traitée comme une victime des camps de concentration, on la soupçonne d'avoir collaboré avec les nazis. Elle doit alors se défendre et obtenir le témoignage favorable de ses anciennes co-détenues. Un an plus tard, elle publie « I was a doctor in Auschwitz », un témoignage poignant où elle relate son histoire et les horreurs qu'elle a vues et vécues dans les camps de la mort. Dans ce livre, Gisela décrit les expériences cruelles menées par Joseph Mengele sur les femmes et les efforts qu'elle a fournis pour sauver un maximum d'entre elles. Ce récit se répand et arrive même dans les mains d'Eleanor Roosevelt, qui encourage notre héroïne à reprendre la pratique médicale. Sa bataille avec l'immigration prend fin en 1951 lorsqu'on lui accorde enfin la nationalité américaine. C'est donc à New York qu'elle recommence à aider les femmes. Avant d'entrer dans la salle d'accouchement, elle récite toujours la même prière. « Dieu, tu me dois une vie, un bébé vivant. » Puis finalement, en 1979, Gisela décide de réaliser une promesse faite à son mari juste avant leur séparation. Se retrouver en Israël. Par chance, elle apprend que sa fille Gabriela Cross-Blattman a survécu. Elle la rejoint alors à Herzliya. Avec ce nouveau départ, Gisela devient bénévole à la Division nationale des femmes de la clinique de gynécologie de Shaare Zedek et continue d'utiliser ses connaissances au profit des personnes dans le besoin, et ce, jusqu'à son décès en 1988. En somme, cet extraordinaire ange de la lumière
à trouver ce qu'elle voulait faire quand elle serait grande. Voilà, rien que ça. Je vous remercie à toutes et tous d'avoir écouté ces quelques minutes passées en compagnie de l'incroyable Gisela Pearl. J'espère que cet épisode vous a plu. C'est le moment de conclure, mais pas de tristesse car je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une chronique un petit peu plus légère, avec une légende de la danse. Notre prochaine héroïne a illuminé les scènes du ballet mondial en tant que première danseuse étoile amérindienne et première ballerine du New York City Ballet. Originaire de la nation Osage, son parcours remarquable a brisé les barrières culturelles et inspiré des générations de danseurs à travers le globe. Elle a non seulement brillé sur scène, mais également ouvert la voie à plus de diversité dans le monde de la danse classique. Ça promet d'être chouette. En attendant de nous retrouver, restez curieuses et curieux. À bientôt sur RLP!